Bonjour. Nous parlons aujourd'hui de La Chute d'Albert Camus. Alors, La Chute devait faire partie à l'origine du recueil de nouvelles L'Exil et le Royaume, et puis ensuite le récit a pris tellement d'ampleur qu'il est publié en tant que tel en 1956. 1956, nous sommes 4 ans avant la mort de Camus. Camus ne publiera rien avant de disparaître. On n'a pas encore découvert le manuscrit inachevé du premier homme. Et donc la chute est longtemps apparue, ou du moins est apparue à sa parution, comme une sorte de testament spirituel de l'écrivain. C'est important peut-être de le préciser parce que la chute, justement, a complètement déconcerté. Et on a eu l'impression que ce récit marquait un tournant brutal dans une œuvre qu'on avait l'impression de connaître. On n'y reconnaît plus Camus, d'abord par l'absence de cette lumière, de ce paysage méditerranéen qui baigne quand même tous ses livres, de la peste, en passant par l'étranger, par Nos. Et en fait, la chute se déroule dans les brumes d'Amsterdam. La digue grise à notre droite, la grève livide à nos pieds, et devant nous, la mer, couleur de lessive faible. On ne peut pas imaginer plus loin de la lumière méditerranéenne. Or, cette lumière, elle est évoquée une fois par Clamence, mais sous la forme de la nostalgie, du regret, et Clamence dit son regret de la lumière de la Grèce, lumière franche, nette, qui délimite toute chose et fournit des repères. Ce terme de repère me paraît intéressant car s'il n'y a pas de repère dans le paysage, on pourrait dire aussi qu'il n'y en a pas dans la chute. Pourquoi ? Dans le reste de son œuvre, Camus se pose en écrivain engagé, il délivre une parole et cette parole, que ce soit dans L'étranger ou dans La Peste, est claire et sans ambiguïté. De plus, Camus a coutume de doubler ou d'accompagner en quelque sorte les récits romanesques d'une pièce de théâtre d'essais philosophiques, ce qui fait que cette parole est sans ambiguïté, cette parole est totalement explicite. Or, ce n'est pas clair dans La Peste. Si Tarou, Rieux sont sans conteste les porte-paroles de Camus, est-ce qu'on peut en dire autant de ce personnage de Clamence, si ondoyant, si multiple, qui est à la fois bourgeois, voyou dans un bar de Mexico City, qui se dit juge et à la fois pénitent. Donc la question que je me poserai, c'est celle de savoir si il faut voir en Clamence l'interprète de Camus. Alors pour répondre à cette question, je partirai en tout cas d'une caractéristique majeure de l'œuvre où on reconnaît totalement l'écrivain, c'est son amour pour le théâtre, car la forme de la chute, cela ne nous a pas échappé, est extrêmement originale. Et Camus l'a qualifié de monologue dramatique. Dramatique, justement, il faut l'entendre comme propre au théâtre, et monologue, puisque tout le récit est constitué de la seule parole de Clamence. Il faut quand même préciser que Clamence n'est pas seul sur scène comme dans le monologue classique, il s'adresse à un interlocuteur, mais on n'entend pas la parole de l'autre, simplement on la reconstitue à partir de ce que dit Clamence. Il articule son discours sur un discours absent et que l'on peut reconstituer. Par exemple, qu'est-ce qu'un juge pénitent ? Ah, je vous ai bien intrigué avec cette histoire. Ce choix d'écriture, il est extrêmement important par ses conséquences. La parole de Clamence est toute puissante. C'est elle qui fait voir et qui révèle. Ne serait-ce que sur le plan finalement du décor qui est suggéré uniquement par cette parole. Dans le premier chapitre, Clamence se présente comme un guide obligeant et c'est lui qui attire l'attention de l'interlocuteur sur tel ou tel détail, lui montre la ville, mais aussi en déchiffre le sens. Les Hollandais ? Oh non, ils sont beaucoup moins modernes. Regardez-les. Que font-ils ? Eh bien, ces messieurs-ci vivent du travail de ces dames-là. On voit bien cette technique de l'échange et d'une interlocution qu'on reconstitue. Et aussi ce rôle de Clamence qui montre et qui explique. Plus loin. Vous croyez sans doute qu'ils sont là ce soir. Vous êtes comme tout le monde, vous vous trompez. Donc, Clamence est en situation de supériorité. Situation de supériorité dans la fiction, parce qu'il connaît mieux la ville. Situation de supériorité dans la narration,
parce qu'il est le seul qui parle, il est le seul dont nous entendons la parole, et donc nous voyons uniquement par ses yeux. Enfin, il est en situation de supériorité parce que son discours, qui ressemble à une conversation à bâton rompu, est en fait particulièrement maîtrisé. Plus tard dans l'œuvre, il dira que son discours est orienté, autrement dit concerté, en fonction d'un effet et d'un but. Et le lecteur attentif le sent très bien dans les premières pages. Clamence a l'art d'établir le contact. Il sait être obligeant. Puis-je, monsieur, vous proposer mes services? Mais aussi, il est discret. Il ajoute aussitôt, sans risquer d'être important, et il fait le geste de se retirer. Je me retire, monsieur. Il sait créer une connivence. Il approuve son interlocuteur. Vous avez raison, mais oui, il le flatte en le qualifiant indirectement d'homme d'esprit. Je ne pouvais rencontrer un homme d'esprit sans qu'aussitôt j'enfisse ma société. Enfin, il utilise la langue dont il a vite perçu qu'elle était celle de son interlocuteur. C'est une langue châtiée, une langue soutenue, plus proche de la langue écrite que de la langue orale. Vous avez remarqué la tournure interrogative, puis-je? Il y a le nœud explétif. Je crains que vous ne sachiez. Le vocabulaire un peu précieux, je l'ai fâcheux. Tout dit chez Clamence, l'homme du monde, courtois, raffiné, propre à inspirer la confiance de celui à qui il s'adresse. Clamence a aussi l'art de capter son interlocuteur par une autre habileté. Il sait laisser des blancs dans son discours, mais des blancs qu'il sait rendre bien visibles, tout à fait semblables, vous savez, à ce rectangle blanc qui signale la disparition d'un tableau sur les murs du Mexico City. Donc, il sait piquer la curiosité de son interlocuteur par des énigmes dont la solution est reportée à plus tard, énigmes de ce rectangle blanc, énigmes de cette profession curieuse de juge pénitent, énigmes de ces plongeons rentrés qui peuvent laisser d'étranges courbatures. Donc, chaque chapitre se termine par un rendez-vous et Clamence a fait en sorte que son interlocuteur soit là le lendemain à ce même rendez-vous. Cet interlocuteur, eh bien, on peut reconstituer bien sûr une image très vague à l'égard des informations que recueille Clamence, mais cet interlocuteur, il est essentiellement un vous, une figure de langage qui fait que finalement Clamence s'adresse aussi à nous, lecteurs. Et cette puissance que Clamence exerce par son discours, c'est sur nous aussi, bien sûr, qu'il l'exerce. Alors, puissance, discours orienté, mais orienté vers quoi? Quel est le but de ce discours de Clamence? On pourrait d'abord penser que Clamence cherche à se libérer du poids d'une faute, un aveu qui l'amènerait à échapper enfin à sa solitude. Il serait un de ces bavards qui cherchent désespérément un interlocuteur, la compagnie d'un soir, et les artifices du discours seraient là pour finalement retenir celui qui veut bien écouter. Seul Clamence l'est, effectivement. Il raconte comment il a cherché en vain un secours dans l'amitié, dans l'amour. La fin du récit le présente comme malade, désespéré. Ne fait aucun doute non plus l'obsession d'une faute qui le poursuit. C'est partout que Clamence est poursuivi par l'image d'un corps qui dérive et surtout par ce rire qui a retenti sur le pont des Arts et qui a mis fin à son bonheur et à son innocence. Alors, en quoi consiste finalement la violence de cet événement majeur? Car Clamence n'a pas commis de crime. Il n'est même pas sûr finalement que cette femme se soit effectivement jetée à l'eau. Mais cet épisode crucial a rompu le rapport qu'il établissait avec lui-même, qu'il avait établi avec lui-même. C'est un premier sens de la chute. Clamence est tombé de haut par rapport à l'image qu'il se faisait de lui. Autre conséquence aussi de ce choc, il a pris conscience de la distance entre ses paroles et ses actes, ou du moins les actes qui impliquaient un risque, parce que des actes, il n'en est pas avare, et des actes qui n'avaient pas de spectateurs. Donc, Clamence s'aperçoit qu'il était double,
Son sourire lui apparaît désormais comme double et sa vie lui apparaît comme fausse et visible. Il est très intéressant que Clamence, pour évoquer sa vie d'avant, cette vie où il vivait dans l'illusion, utilise le vocabulaire du théâtre. Et il l'utilise au niveau du lexique, il utilise le théâtre plutôt, pardon, au niveau du lexique, mais aussi de l'esthétique du récit. Alors le lexique, eh bien, si on fait la liste de tous les termes qui appartiennent au théâtre, elle est vraiment extrêmement nourrie. Planer au-dessus des cintres, brûler les planches, rôle, je jouais le jeu. Mais Clamence emploie aussi une esthétique du théâtre, car quand il raconte sa vie d'avant, le moment où il était un avocat célèbre et à succès, eh bien, il compose souvent des petites scènes qui donnent une grande part aux gestes, aux attitudes, et qui sont d'ailleurs souvent très drôles. Par exemple, les scènes où il fait traverser les aveugles pratiquement de force, ou bien cette scène si cuisante pour son amour propre, où il est insulté par un motocycliste. On pourrait très bien transposer ça sur le plan théâtral ou cinématographique. En tout cas, par cette référence, Clamence dévoile sa duplicité. Toute sa vie, il a joué un rôle, donc un discours qui serait tendu vers une sorte de repentance, d'aveu d'une faute. Mais en fait, et c'est le deuxième niveau du discours qui est très important, quand il dévoile sa propre comédie, Clamence s'arrange aussi pour dévoiler celle de tous. Il y a dans la chute beaucoup d'aphorismes brillants, paradoxaux, qu'on croyait sortis des moralistes du XVIIe siècle. Beaucoup de ces aphorismes évoquent par exemple La Rochefoucauld, pour lequel les vertus n'étaient que des vices déguisés. Je cite par exemple, « Son mutisme est assourdissant. Tout homme intelligent rêve d'être gangster. On croit mourir pour punir sa femme et on lui rend la liberté. La femme n'est pas la récompense du guerrier, mais du criminel, et je pourrais en relever d'autres. » Effectivement, il y a chez Clamence la capacité à penser autrement. L'épisode du pont, ensuite sa marginalisation sociale, lui permettent de juger à distance la communauté à laquelle il a appartenu. Donc il voit et il révèle une humanité tombée, déchue, second sens de la chute, sens biblique cette fois, cette humanité que révèle Clamence, c'est une humanité marquée par la faute et par le péché. Mais il y a encore peut-être une particularité à souligner dans ce discours, et je voudrais prendre un petit exemple en apparence anodin, page 10, qui montre comment, alors petit passage, mais qui montre comment on a l'impression d'une conversation qui rebondit de façon très naturelle, très spontanée, mais on va voir que, en fait, elle poursuit un but. Vous allez voir, c'est très court. Donc, Clamence vient d'utiliser un imparfait du subjonctif. J'avoue ma faiblesse pour ce mode et pour le beau langage en général. Je sais bien que le goût du linge fin ne suppose pas forcément qu'on ait les pieds sales. N'empêche, le style comme la popeline dissimule trop souvent de l'eczéma. Je m'en console en me disant qu'après tout, ceux qui bafouillent non plus ne sont pas les plus purs. Alors, si on regarde ces différents rebonds, première étape, Clamence passe de l'aveu, ou de la confidence, de ce qu'il présente comme une préférence, une petite faiblesse, ce goût pour l'imparfait du subjonctif, à toute une série de considérations générales qui visent tous les hommes. Première constatation, finalement, on n'a pas de raison de se méfier du beau langage. Le goût du linge fin ne suppose pas forcément que l'on ait les pieds sales. Mais tout de suite après, le beau langage est quand même le plus souvent suspect. Le linge fin couvre souvent de l'eczéma. Dernier rebond, mais le langage maladroit, le langage de celui qui bafouille, est tout autant suspect. Donc, on voit qu'en levant les apparences, encore une fois, le linge fin qui dévoile l'eczéma, c'est bien une image de l'entreprise de dévoilement des moralistes. Eh bien, sous les apparences moralistes, en fait, Clamence aboutit à une négativité généralisée. Aucun langage n'est fiable. De plus, il passe de l'aveu d'une faiblesse personnelle à la dénonciation d'une culpabilité générale. Tout le monde est sale, personne n'est pur, personne n'est innocent.
Donc, une improvisation brillante, mais un projet négateur. Le pénitent, en fait, donc vous vous souvenez, c'était le premier niveau que j'avais dégagé, celui qui avoue ses fautes. Le pénitent est donc aussi un juge. C'est la deuxième orientation, c'est le deuxième but du discours. Donc, plus le discours de Clamence se déroule, et je pense que vous l'avez senti, plus il gagne en noirceur, et une noirceur qui finit par nous atteindre, et qui est délibérée, car Clamence veut nous plonger dans ce mal-confort, vous savez, cette torture qu'il se plaît à décrire. Clamence abonde en anecdotes qui, sous une apparence drôle, sont finalement désespérantes. C'est l'histoire de cette jeune fille qui se suicide en accusant son père, père qui retourne tout de suite à la pêche au lancer. Ce sont ses amis qui vous téléphonent en apparence pour vous réconforter, mais en fait qui veulent vous accabler. Donc, aucune des valeurs qui font le fondement de l'humanisme ne résiste à la noirceur de Clamence. Tout y passe, le dévouement, l'amitié, l'amour. Je relève une phrase qui me paraît tout à fait emblématique. La modestie m'aide à briller, l'humanité à vaincre et la vertu à opprimer. Ensuite, dans le récit, petit à petit s'introduisent les grands crimes de l'histoire moderne. L'esclavage, le génocide, les camps hantent le discours de Clamence. Il y a une insupportable cruauté dans cette histoire d'une mère qui est obligée à Auschwitz de choisir entre ses deux enfants pour savoir celui qui sera sacrifié. Ce sera le sujet d'ailleurs de ce roman de Styron qui a eu son époque de célébrité, vous l'avez peut-être lu, Le choix de Sophie. Comment espérer encore, après la mort de ce philanthrope dont la porte est ouverte à tous et qui est assassiné par des miliciens? Clamence compare Amsterdam au cercle de l'enfer, en référence à la Divine Comédie de Dante, et c'est lui qui nous conduit dans ces cercles infernaux, un peu comme Virgile conduisait Dante. Mais lui a l'intention de nous y laisser. Il est donc le faux prophète, celui qui n'annonce pas la bonne nouvelle, la nouvelle de la résurrection et de la rémission des péchés, mais il annonce l'empire du mal et du malheur. Donc, on a un personnage, si je peux dire, qui est doublement double. Il était double quand, avocat brillant, il jouait le bon apôtre, la comédie des bons sentiments et de la générosité. Mais il est double aussi dans le discours qu'il nous adresse, dans la mesure où, sous les couverts d'un aveu, il se livre à une accusation générale et implacable. Donc, problème que l'on doit, je pense, que l'on se pose immanquablement à présent, est-ce que Clamence est l'interprète de Camus, c'est-à-dire est-ce que Camus souscrit à cet universel procès et est-ce que l'homme de la pensée de midi a été gagné par cette noirceur? Donc, on peut se demander si la chute est une œuvre de rupture totale ou si elle est en continuité. Pour répondre peut-être, on peut penser au titre que Camus projetait pour la chute. Il voulait intituler la chute « Le jugement dernier » et par ce titre, il plaçait l'œuvre sous le thème d'une réflexion qu'il n'a jamais cessé de poursuivre, le thème de la faute et le thème du jugement. Et peut-être on peut rapidement revenir à certains jalons principaux de cette œuvre pour marquer l'évolution de cette réflexion. Prenons, si vous voulez, d'abord l'étranger, rapidement bien sûr. Dans l'étranger, Camus met en scène le jugement des hommes. Meursault est jugé pour un crime qu'il a accompli et dont il doit rendre compte. Camus ne nie pas la responsabilité de son personnage, mais ce qu'il récuse, c'est le pouvoir que se donne le tribunal de juger globalement de la personne de l'accusé. Vous savez que pèse sur Meursault le fait d'avoir été au cinéma le lendemain de la mort de sa mère. Donc, les juges jugent la totalité de la personne, non pas seulement d'un acte, et la société se donne ainsi le droit de condamner irrémédiablement le coupable sans lui donner aucune chance de rémission et de pardon. C'est une forme de jugement qui prévulse Camus, notamment bien sûr la condamnation sans retour de la peine de mort. Dans La Peste, Camus traite de la culpabilité à un autre niveau.
le père Paneloux prononce une série de sermons dans la ville d'Oran dévastée par la peste, et il attribue le fléau au péché des hommes. Les Oranais ont mérité leur malheur par leur péché. Donc Camus, ici, aborde le problème de la culpabilité ontologique. La nature humaine serait marquée par un péché originel et serait donc par essence coupable. Dans le récit, Camus aussi, finalement, tranche très clairement dans le récit, puisque un événement, la mort de l'enfant, apporte un démenti cinglant à la théorie de Paneloux, et Rieu lui lance « Il était innocent, lui ». Pour Camus, les choses sont claires, soit Dieu existe et il est injuste, soit Dieu n'existe pas et la vie est absurde et injuste, mais l'homme est innocent, il n'est marqué par aucune faute originelle. Bien que vivant dans un monde absurde où tout pourrait être permis, il a une morale fondée sur la révolte contre un univers qui l'écrase et sur la solidarité dans une révolte commune avec ses semblables. La chute pourrait correspondre à une troisième étape dans la réflexion de Camus, qui porterait cette fois sur la culpabilité prononcée au nom de l'histoire. Pour les marxistes, pense-t-il, Dieu a été remplacé par l'histoire et est jugé coupable et condamné celui qui ne va pas dans le sens marxiste de l'histoire. Or, Camus considère comme une nécessité de s'engager. Il a été résistant sous l'occupation, il a toujours manifesté cette volonté d'engagement, mais il récuse cette idée d'une culpabilité sans appel. Il pense aussi que l'histoire nous place parfois devant des jugements qui ne sont pas aussi tranchés, qui n'opèrent pas une nette démarcation entre ceux qui ont raison et ceux qui ont tort, et sont donc coupables. Et finalement, cette expérience, Camus va la vivre dans sa vie personnelle à l'occasion de deux événements majeurs, les procès de Moscou et la guerre d'Algérie. Les procès de Moscou, dans les années 50, commencent à parvenir les échos de la réalité du système soviétique, en particulier à l'occasion des faux procès intentés contre les membres du régime que l'on veut éliminer. Il y a aussi une affaire qui fait grand bruit à Paris, parmi les intellectuels français, c'est l'affaire Kravchenko. Kravchenko est un des premiers dissidents russes passés à l'Ouest. Il a écrit un livre, J'ai choisi la liberté. Il témoigne sur la terreur stalinienne et voilà que son authenticité de témoin est remise en doute par les intellectuels français proches du Parti communiste. Kravchenko serait un espion américain. Donc il y a un très grand procès et l'équipe des temps modernes, dont Camus fait alors partie, s'élève contre le témoignage de Kravchenko. Ces intellectuels, dont Sartre n'est pas le moindre, refusent de condamner Moscou. Alors, ils refusent de condamner Moscou d'abord en minimisant. Ils admettent l'existence de ce qui est pudiquement nommé camp de travail, mais ils ne le relient pas au système soviétique. Ils mettent à égalité d'autres systèmes d'exploitation, notamment aux États-Unis. Et puis, fondamentalement, ils pensent que la fin justifie les moyens. C'est ce que dit, enfin, c'est la théorie que défend Sartre dans sa pièce Les mains sales. Or, voilà qu'en 1951, Camus, dans L'homme révolté, prend une position totalement différente et refuse absolument de justifier le crime au nom de l'histoire. Pour lui, à partir du moment où on utilise des moyens cyniques, on corrompt irrémédiablement le but que l'on poursuit et il défend donc cette thèse dans un essai philosophique, L'homme révolté, et puis parallèlement dans une pièce, Les Justes, que vous avez peut-être lue et qui est très intéressante parce qu'elle pose le problème du terrorisme. Elle est très intéressante. En tout cas, L'homme révolté est très vivement attaqué par ses anciens amis, vivement et violemment. C'est d'abord Francis Janson qui attaque avec une grande méchanceté. Mais c'est surtout Sartre qui fait mouche dans une lettre publique où il écrit ces mots. Mais dites-moi, Camus, par quel mystère ne peut-on discuter vos œuvres sans ôter ces raisons de vivre à l'humanité? Mon Dieu, Camus, que vous êtes sérieux. Et pour employer un de vos mots, que vous êtes frivole.
Et si vous vous étiez trompé? Et si votre livre témoignait simplement de votre incompétence philosophique? S'il était fait de connaissances ramassées à la hâte et de seconde main? Avez-vous si peur de la contestation? Donc, bien sûr, c'était porter le fer dans la plaie d'un homme qui dissimulait sous une fierté ombrageuse le complexe d'une origine sociale modeste et d'études incomplètes. Mais surtout, cette attaque était insupportable parce qu'elle passait du domaine des idées à l'attaque évidemment ad hominem, l'attaque de l'homme. Le problème algérien isole encore Camus par rapport aux intellectuels de l'époque. Contrairement à Sartre et à la plupart des intellectuels de l'époque qui ont choisi de défendre le FLN, Camus ne se prononce pas. On lui reproche sa discrétion, on oublie qu'il a rédigé, qu'il a écrit, publié de nombreux articles qui dénonçaient le colonialisme, et on ne va retenir de lui qu'une malheureuse phrase. En 1957, il répond à un étudiant algérien qui lui reproche de ne pas s'engager aux côtés du FLN. Et il répond la chose suivante. Je partage votre malheur, j'ai toujours condamné la terreur, et je dois condamner aussi un terrorisme qui frappe aveuglément dans les rues d'Alger, par exemple, et qui un jour peut frapper ma mère ou ma famille. Je crois à la justice, mais je défendrai ma mère avant la justice. Donc, phrase que l'on va retenir, qui déclenche une telle salve de critiques que Camus ne se prononcera plus jamais sur le sujet. Donc, la chute porte la marque de cette blessure. Camus a subi la violence du jugement sans appel. En dehors de la blessure personnelle qui le frappe, ce qu'il dénonce, c'est l'agressivité des débats, où on condamne l'adversaire pour ne pas avoir à l'écouter. Cette agressivité, je crois que nous la connaissons bien aujourd'hui dans le débat public. Et pas plus tard justement que la semaine dernière, un journaliste qui déplorait finalement l'appel à l'injure, à la condamnation, eh bien justement citait Camus. Oui, l'enfer, ce doit être ainsi, je cite la suite, des rues à enseigne et pas moyen de s'expliquer, on est classé une fois pour toutes. Ces étiquettes, nous les connaissons aussi dans le débat d'aujourd'hui. Camus aussi fait une autre réflexion sur la culpabilité. Camus montre que la culpabilité, elle est au cœur des totalitarismes qu'il utilise. Effectivement, les régimes totalitaires s'appuient sur une terreur qui consiste à faire de chacun un coupable en puissance. Vous vous souvenez du procès, Kafka avait parfaitement prévu ce système de terreur. Joseph K. accusé, il ne sait pas de quoi, mais il doit essayer de se défendre. La chute raconte ainsi un épisode emblématique. C'est celle du jeune homme qui, à Auschwitz, dit « Mais vous comprenez, je suis innocent » et qui ignore que dans les totalitarismes, on est toujours coupable, que l'on ait commis une faute ou pas. Nous l'avons bien vu aussi pour les récits de la Colina cette année. Se découvre alors une nouvelle catégorie de juges, ceux qui jugent et condamnent implacablement leurs adversaires politiques ou leurs opposants au nom du sens de l'histoire. Ce sont les juges qui évoquent la chute, ce sont des juges athées, mais plus implacables encore que les anciens inquisiteurs. Telle est la vérité, disons-nous, je cite, telle est la vérité, disons-nous, vous pouvez toujours la discuter, ça ne nous intéresse pas. Mais dans quelques années, il y aura la police, et vous verrez que j'ai raison. Autre citation. Plus de pères, plus de règles, on est libre, alors il faut se débrouiller. Et comme ils ne veulent surtout pas de liberté ni de ces sentences, ils inventent de terribles règles. Mais ils ne croient qu'au péché, jamais à la grâce. La grâce. Vous avez certainement remarqué combien les références religieuses sont nombreuses dans la chute. Le nom, d'abord, Jean-Baptiste Clamence, renvoie au prophète Jean-Baptiste Clamence in deserto. Clamence, le verbe clamer en latin. L'eau des canaux d'Amsterdam, qui sont comparés à l'eau du baptême. Clamence évoque la figure du Christ, pour une fois sans ironie. Bien sûr, lire comme on l'a fait quelquefois dans ses références religieuses une conversion de Camus est un contresens. Le Christ est considéré visiblement comme un homme et pas comme un Dieu.
Et puis surtout, ces références religieuses, elles veulent marquer la différence entre les juges d'aujourd'hui et les juges d'autrefois. Les juges d'aujourd'hui, finalement, ont gardé du christianisme la culpabilité et la condamnation, mais ils ont abandonné la possibilité du pardon. Ce pardon, eh bien, ce sont ces colombes dont Clamence aimerait tant qu'elles se posent enfin sur une terre désespérée. La seule utilité de Dieu serait de garantir l'innocence. L'absence de pardon, c'est cela exactement l'enfer. Donc, La Chute est un livre complexe. Si j'essaie de conclure sur les points principaux que j'ai essayé de développer, eh bien, je pourrais dire que d'abord, bien sûr, on peut lire dans le discours de Clamence, à la fois sur lui-même et sur la société contemporaine, un désir de lucidité qui est celui de Camus. Il a mis sans doute pas mal de son désenchantement sur lui-même. C'est la période quand même où sa femme vient de tenter de se suicider, et sur les autres. Camus a horreur du pharisaïsme, de la comédie des bons sentiments qu'incarne l'avocat brillant, et ainsi il rompt avec une image qu'on lui a souvent renvoyée, celle d'un romancier à la morale peut-être un peu trop écrit de bons sentiments, un peu trop simple. On a dit de la peste, un peu méchamment, hein, très méchamment, qu'elle défendait une morale de la Croix-Rouge. Donc, tourner en dérision dans La Chute, l'avocat des pauvres, des orphelins, le bon apôtre, c'est peut-être pour Camus offrir un contrepoint ironique à ces personnages de médecins sans reproche ou de philanthropes qui jusqu'alors dominaient son œuvre. Mais le discours de Clamence n'est pas pour autant le sien, car ce discours, en entretenant la plaie de la culpabilité et du ressentiment, amène l'autre, amène l'humanité sur une voie sans espoir. Pour Camus, c'est sur la culpabilité, c'est sur les condamnations sans retour que se bâtissent les tyrannies, puisque les jugements sans appel justifient toutes les violences. Et comme ce jugement sans appel peut à tout moment s'abattre sur n'importe qui, il enferme l'homme dans la servitude. L'homme est enfermé et c'est dans le cercle, c'est dans un cercle finalement que Clamence est enfermé, mais cherche aussi à nous enfermer. La faute de Clamence finalement, ou peut-être le malheur de Clamence plutôt, c'est de ne pas savoir se pardonner par orgueil. À un certain moment, il est dit de ce rire du Pont des Arts que finalement c'est un rire plutôt débonnaire. Il remet les choses à leur juste place, et je cite cette expression. Donc, il invite aussi à se regarder avec un peu moins de complaisance et un peu moins de vanité. Nous ne sommes pas peut-être des héros, mais il ne pousse peut-être pas pour autant au dégoût de soi-même. Or, justement, Clamence ne veut pas être remis à sa place. Il veut régner, il veut dominer. S'il ne peut dominer en faisant l'ange, pour reprendre les mots de Pascal, il fera la bête. Il dominera autrement, en plongeant l'autre dans la culpabilité, par un aveu dont l'humilité est totalement feinte. Donc, à la fin de La Chute, eh bien, Clamence attend la confession de son interlocuteur. Le dénouement est construit sur un éternel recommencement. Le relais est passé pour que nous fassions une confession exactement semblable, aussi désespérée, peut-être aussi hypocrite. Ainsi se referme le cercle de la culpabilité et du jugement. Je vous remercie de votre attention. La Chute était le dernier livre que nous avons lu cette année. Donc, le programme pour l'an prochain, eh bien, vous le trouverez dans la revue Libre-Cours. Et puis, très rapidement, je le mettrai sur le blog, peut-être pas encore avec les dates fixes, bien sûr, mais en tout cas, pour l'ordre des premiers ouvrages, vous pourrez vous fier à l'ordre de la liste. Je vous remercie de votre attention.